vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et voilà que ça recommence comme tous les jours, à partir de 17h jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Vous savez, et là je vais avoir besoin de notre réalisateur Maxime, que pour atteindre le million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Nous sommes à combien, cher Maxime? Bonsoir. Au dernier comptage, nous étions à 991 000 abonnés. Ouh là là, je sens que c'est dans pas longtemps. Vérifie en direct. Souvent ou ça avec Bruno Pommard. Ouais, mais ça il en fait 9000 tout seul. Ne croyez pas je vais prendre le melon après. Ne croyez pas que tout ça, c'est 992. Voilà. On va lancer un décompte. Allez. Voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à cette Abonnez-vous chaîne là tout de suite. YouTube, eh ben on a besoin de vous pour passer le million. Si on peut passer le million avant la fin de l'émission, j'ai envie de vous dire, on serait très heureux. En tout cas, vous êtes avec nous jusqu'à 19h avec son numéro de téléphone, le 0826 300 300. Le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Robert Ménard refuse de plaider coupable pour son refus de marier une Française à un Algérien sous OQTF. Le maire de Béziers a été convoqué par le procureur aujourd'hui. Les ministres Retailleau et Darmanin se prononcent pour un changement de la loi quand les deux époux sont en situation irrégulière. Alors parlons vrai. Est-ce que cette loi qui permet à des personnes illégalement en France de se marier vous semble inepte ? Et à la question, Robert Ménard a-t-il eu raison de ne pas plaider coupable ? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels et elle ne vous demandera pas de plaider coupable au 0826 300 300. Et ça tombe bien, l'intéressé sera avec nous, Robert Ménard sera avec nous, maire de Béziers. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, Antoine Léaumont, la France Insoumise et Ludovic Mendes, Renaissance, présentent ce mardi 18 février à l'Assemblée nationale un rapport sur la lutte contre le trafic de drogue, constatant l'échec du tout répressif. Il préconise la légalisation du cannabis récréatif et une dépénalisation partielle de la détention de cocaïne. Alors parlons vrai, est-ce qu'avec la proposition de dépénalisation de la cocaïne, qui est théoriquement une drogue dure, on a franchi un pas? Avec cette question, dépénalisation de la cocaïne, certains députés sont-ils irresponsables? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et la sénatrice écologiste de Paris, Anne Souris, sera avec nous, qui a présenté récemment une proposition de loi sur le sujet. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous l'avez entendu déjà, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Bienvenue chez vous. C'est beau, bienvenue. Oh là là. C'est très joli, vous êtes en pleine forme, ma chère Cécile. En forme de quoi, je ne sais pas, mais ça c'est sûr. Mickaël, en forme, oui. en ce moment c'est en forme de poire. Mickaël Sadoun est avec moi, je m'auto-vanne moi. Bonjour Mickaël. Comment ça va Mickaël Sadoun? Ça va, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Mais vous étiez où? Mais je sais pas. Paris, vous aviez été souffrant au début, vous avez dû annuler en dernière minute un jour. C'est vrai que j'avais été souffrant et avant j'étais à l'étranger. Voilà. Généralement, quand quelqu'un vient pas en disant j'ai été souffrant, qu'on lui rappelle, ah oui, maintenant que vous le dites, vous êtes sûr que vous étiez vraiment souffrant? J'étais souffrant, mais je me remets très vite. Ouais, mais vous arrive de travailler, Mickaël, peut-être aussi. Oui, beaucoup aussi. Vous savez, vous me présentez comme consultant et chroniqueur, alors il m'arrive d'être consultant aussi, donc il faut bien que je crédibilise. En un seul mot, bien entendu. Bono Pommard est avec nous. Il n'a pas compris ma vanne, Bono Pommard. Non, j'ai pas du tout. Il est policier. Hein. C'est pour ça que vous avez des chroniqueurs de niveaux différents. C'est pour ça que vous faites venir. Il est assez flou. C'est flou. Président il a pensé que le sultan était bête. Sécurité intérieure et maire de Belleflou. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et un autre qu'on est ravis d'accueillir, c'est Dominique qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique. Et qui nous appelle de Roussillon dans le Vaucluse. Oui, tout à fait. Roussillon dans le Vaucluse. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Eh ben non, on est très contents. Vous voulez réagir sur l'incompétence et les fautes professionnelles de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Oui, c'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule que j'aimerais partager avec vous. Je suis effaré de voir ce personnage. Allez-y. Tout de suite. Ouais, allez-y. Parfait. Oui, non, je suis vraiment très surpris parce que des gens comme Michel Debré, Coupe de Murville ou Hubert Védrine doivent se demander qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir ce personnage à cette fonction aussi importante aujourd'hui. Quand on voit l'état du monde, l'état actuel et les grandes puissances qui s'affrontent, on a Jean-Noël Barrot qui nous a quand même brouillé avec nos derniers amis africains, qui s'est fait virer du Tchad, c'était extrêmement important, et qui aujourd'hui
aujourd'hui, se permet de dire que si jamais son homologue Sergueï Lavrov l'appelait pour discuter de la paix en Ukraine aujourd'hui, il refuserait de lui parler. C'est une faute professionnelle qui mériterait une sanction immédiate, à savoir se faire virer du cabinet et du Quai d'Orsay. Pour moi, c'est une évidence. Cet homme, aujourd'hui, est extrêmement dangereux. Il fait partie des Global Young Leaders. On devrait interdire les Global Young Leaders à la tête de l'État parce que ces gens-là sont en train d'abîmer la France. Et ça, je ne le supporte plus. Allez, réaction de Philippe Bilger, déjà. J'adore nos auditeurs parce qu'ils me condamnent à la nuance. Mais Ce qui ne vous ressemble pas. en plus, je dirais, notre ami Dominique est très dur à l'égard de Jean-Noël Barrot en le comparant à d'illustres prédécesseurs. Mais au fond, à partir du moment où on prend comme critère la compétence, je crains que pour Dominique, il n'y ait plus beaucoup de ministres valables. Oula, oui, et quand on sait l'aligner, puisque c'est le fils de Jacques de Barrot, l'ancien ministre, qui était quand même quelqu'un de brillant. Qui a failli être brillant, je dirais pas. Il a failli être une autre époque, sûrement. Mais non, ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que c'est le ministre des Affaires étrangères. Et quand on parle de ministre des Affaires étrangères, ça veut dire diplomatie, ça veut dire dialoguer avec les gens. Et quand on dit même avec ses ennemis, c'est complètement délirant comme situation. Il n'a peut-être pas le téléphone. Il n'a pas payé la note. Moi, je suis 100% d'accord avec notre auditeur, avec Dominique. Non seulement j'estime que Jean-Noël Barrot n'a pas du tout la hauteur intellectuelle d'être à ce poste, mais en plus, je pense qu'il n'a pas du tout l'attitude faite pour la diplomatie. La diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, c'est pas fait pour les ébulons. C'est pas fait pour les gens qui pensent que s'engueuler avec un chef d'État étranger, c'est une chose légère. Donc, c'est fait pour les adultes et je pense qu'il n'a pas une attitude adulte. Derrière ça, évidemment, on n'a pas attendu Jean-Noël Barrot. C'est l'entièreté de la diplomatie française qui est en déliquescence. Depuis des années. À cause de Macron, qui a volontairement supprimé le corps diplomatique. Or, la diplomatie, c'est quand même un métier. C'est un métier. Voilà, c'est des professionnels, c'est des gens qui sortaient de l'ENA, du concours du Quai d'Orsay, qui avaient une culture extraordinaire et qui étaient capables de tisser des liens avec les pays étrangers. Il est très bon, Dominique, la preuve, il n'y a que Bilger qui soit pas d'accord avec lui. Donc ça prouve à quel point il est censé. Mais je suis un peu d'accord avec lui. Quand même. Vous avez fait une synthèse un peu rapide. Jean-Noël Barrot vient d'appeler. Il n'aime pas du tout Michael Sedoun. Ça, je vous le dis tout de suite. Il le déteste même. Les amis, dans un instant, le réquisitoire du procureur, monsieur le procureur. Alors, je vais parler du référendum. Très bien. Eh bien, c'est un très bon sujet. On en parle dans un instant. On est ravis de vous accueillir. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. On compte sur vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. FR. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Et derrière, les vraies voix se cachent. Aujourd'hui, Philippe Bilger qui est avec nous. Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Et Bruno Pomar, président d'initiative Sécurité Intérieure et de maire de Belleflou. Ça va, monsieur le maire ? Oui, vous m'avez obligé de m'abonner, donc je viens de le faire. C'est pas facile pour moi de me servir de ces trucs-là. Non, mais ça, on vous oblige pas à vous abonner à des sites cochons. C'est pas ça. On n'y est pas pour rien. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? Des municipales, c'est l'année prochaine, c'est-à-dire c'est quasiment demain. De grosses annonces aujourd'hui sur Sud Radio à propos de Lyon et de Montpellier. On va parler aussi des États-Unis et de la Russie qui discutent de la paix en Ukraine, mais sans l'Ukraine, au grand regret du président Zelensky. Et puis du médiatique agent immobilier Stéphane Plaza, condamné à de la prison avec sursis pour violence conjugale. Il va faire appel, annonce son avocate. En 3 mots, municipal, négociateur et condamnation. Allez, c'est dans un instant. En attendant, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur le référendum que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Emmanuel Macron, dans un discours, avait évoqué son désir de proposer un jour aux Français un référendum. Et le temps passe et je me demande aujourd'hui si, au fond, cette proposition était un leurre ou est-ce qu'elle pourra devenir un jour une réalité. Je me demande d'abord s'il n'a pas peur du référendum parce qu'au fond, l'exemple du général de Gaulle est à la fois mauvais et bon. En réalité,
ils ont très peur que si le résultat était négatif, ils doivent partir. Deuxième élément, j'ai cru comprendre qu'ils ne souhaitaient pas faire un référendum sur le sujet le plus important pour les Français, l'immigration, alors qu'on peut considérer que l'article 11 de la Constitution permettrait, dans le registre économique, de le faire. Alors on aura peut-être un référendum s'il ne procrastine pas trop, mais pas probablement sur les sujets qui mobilisent profondément l'esprit public. Mickaël Sadoun, ça fait 20 ans le dernier référendum, ça fera 20 ans le 29 mai. Rien. Bien sûr, pour rien évidemment. Et puis moi, je l'ai dit dès que Macron en a parlé, le référendum c'est une philosophie anti-macroniste. Le macronisme est une technocratie, c'est une vision technique de la politique, c'est une vision qui déteste les passions populaires et qui déteste y faire appel. Donc c'est évidemment de l'antigaullisme en fait, le macronisme. Donc je ne voyais pas ce référendum arriver, et en plus sur les thématiques que Philippe Bilger mentionnait, à savoir l'immigration évidemment qui intéresse au premier chef les Français. Il faudrait presque, vous voyez, faire un référendum sur le type de référendum qu'il faudrait avoir, vous voyez. Et je pense que les Français voteraient majoritairement pour évidemment le sujet de l'immigration, puisqu'ils sentent bien que c'est précisément sur ce thème qu'il y a des blocages juridiques qui demandent de faire appel à la souveraineté populaire. Bruno Pomar. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que l'immigration est le sujet actuel. Tout le monde est obsédé par cette problématique, parce que c'est une vraie problématique, qu'on dise. Et je crois qu'à un moment donné, il faut y passer. Je crois que c'est important d'avoir la vue et la pensée des... Moi, je suis maire du rural, d'un petit village, certes, mais je demande toujours à mes administrés, même pour prendre une simple décision. Dans mon village, ça reste que mon village, c'est pas un sujet sur l'immigration, mais je demande l'avis de mes concitoyens à travers mes conseillers municipaux, mes adjoints, mais également même les gens de mon village. Vous pouvez faire du porte-à-porte. Une question, on a fait des référendums sur l'élection du président de la République au suffrage universel, sur des sujets importants, la réforme du Sénat qui s'est mal terminée pour De Gaulle. Quand on voit que le président de la République envisagerait un référendum sur l'utilisation des écrans, est-ce que ça vous paraît pas surréaliste? Là, ça a été dit. C'est con, bah oui, excusez-moi. Ça serait absurde. On perd notre temps. C'est ridicule. Non, mais ou alors il faut des petites votations comme en Suisse. Et puis Pourquoi pas. Vous donnez un avis, ça donne une tendance, et puis on y va ou on n'y va pas. En l'occurrence, il faut aussi que le peuple soit responsable. À partir du moment où on lui donne les manettes, il faut aussi qu'il aille voter. Ça, c'est important. Et le peuple a choisi de parler avec Félix Mathieu. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont municipales, négociateurs et condamnations. Des municipales 2026 déjà lancées ou presque, avec 2 annonces aujourd'hui sur Sud Radio. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, rêve d'une liste unique à gauche, et l'entrepreneur montpelliérain Moed Altrad envisage de retenter sa chance. Satisfaction des chefs de la diplomatie russe et américaine après leur rencontre ce matin pour préparer le terrain à des négociations Trump-Poutine. Discussion dans le dos de l'Ukraine, peste le président Zelensky. Et puis le médiatique agent immobilier Stéphane Plaza, condamné pour violence conjugale à 12 mois de prison avec sursis. Son avocate annonce qu'il va faire appel. Les vraies voix Sud Radio. Ils y pensent très fort en se rasant le matin, comme disait l'autre. Alors cette fois, on parle des élections municipales. C'est l'année prochaine, mais ça se rapproche à grands pas avec ces 2 annonces ce matin sur Sud Radio. D'abord, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a fait un rêve, celui d'une gauche unie dès le premier tour, avec lui dans la capitale des Gaules. C'est mon souhait. Gouverner avec une majorité composée de gens qui ont des parcours et des affiliations différentes, c'est la garantie que chaque sujet est débattu, regardé avec différents points de vue. Est-ce qu'on est d'accord sur tout au sein même de ma majorité? Mais non. Est-ce que entre nous ça chauffe parfois? Mais oui. Et tant mieux d'ailleurs. Quand on n'est pas d'accord, on défend nos points de vue. Sur les ZFE, oui, il y a des divergences. On argumente, on s'écoute, on essaye de construire un point de vue collectif qui satisfasse chacun. Dans la quasi-totalité des situations, on y arrive. Et puis des fois, on n'y arrive pas, alors on vote différemment. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, chez Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio, tandis qu'un peu plus tard, cette fois chez Patrick Roger dans La Vérité en face, eh bien c'est l'homme d'affaires montpelliérain Moed Altrad qui annonce y penser très fort. Il semble bien vouloir retenter sa chance aux prochaines élections municipales de Montpellier contre le maire socialiste sortant Mickaël Delafosse. Ce que je constate, que l'élection de monsieur Delafosse n'est pas très heureuse. Le bilan n'est pas très bon sur un tas de sujets. L'incivilité est partout, la propreté n'est pas ça. Les élections municipales, c'est l'année prochaine, 2026.
J'y réfléchis, je dis pas non, mais je pense qu'il faut être attentif et regarder le paysage politique, comment il se configure l'année prochaine. Voilà, on aura compris qu'il y en a envie. Moed Altrad ce matin dans La Vérité en face sur Sud Radio avec Patrick Roger. Alors tant qu'on y est, Bruno Pomar, je ne sais pas si vous avez une annonce, ça fera 3 dans la journée. Les élections à Belleflou, c'est ce qui passionne toute la France. Oui, c'est pour ça, mais je voudrais pas que ça soit décoté. Ça sera décoté, mon temps de parole ou... Non, ça n'a rien à voir. Non, moi je me représente, oui, parce qu'on a une petite équipe et qu'il n'y a pas de sujet. Vous voyez, c'est moi qui le dis. J'ai une question, est-ce que Belleflou c'est un tremplin pour l'Élysée? Écoutez, Philippe, je voulais pas le dire ce soir, mais effectivement, c'est. On va avoir un scoop. Il faut pas se moquer des maires comme Bruno. Mais pas du tout. Non, mais je sentis. Pas du tout. Il Alors, au contraire. C'était assez moqueur de sa part. Pas du tout. C'est pas le genre de la boutique. Non, mais une question. Altrad à Montpellier. Jean-Michel Aulas. À Lyon. Grand homme d'affaires. Le foot et le rugby. Le foot et le rugby, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer un maire issu de la société civile à la tête d'une grande ville comme ça? On pourrait le concevoir s'il a réussi par ailleurs. Moed Altrad a réussi formidablement ailleurs, donc pourquoi pas. Mais le maire de Montpellier, je ne le connais pas dans le détail, si j'ose dire, mais il est plus valable qu'il ne le dit. Et moi, on n'est pas d'accord avec Michael sujet, parce que je trouve qu'un chef d'entreprise, a une vision, si tu veux, beaucoup plus large que le politicard. Oui, peut-être, mais je crois qu'il n'a pas l'esprit de dialogue et de compromis qu'il faut avoir pour faire de la politique. Quand on discute dans l'espace citoyen... Tout dépend de la taille de la commune. Il ne faut pas non plus... Oui, tout dépend de la taille de la commune, mais si vous voulez, jusqu'à maintenant, les gens qui venaient de la société civile, en politique, en tout cas en France, n'ont pas produit de merveilleux effets, notamment, je pense à la Macronie. Donc je pense que ça demande des esprits différents. Un chef d'entreprise, il est le seul chef dans son entreprise et il décide de tout. En politique, il faut apprendre à avoir l'esprit de compromis, de dialogue, trouver des entre-deux. Et je pense que c'est moins la capacité d'un chef d'entreprise. Voilà. Parce qu'un chef d'entreprise comme Aulas ou Altrad, il a quand même un paquet de milliers d'employés. Il fait du management. Mais il décide de tout. Moi, je suis pas d'accord. Il décide de tout et j'ai envie de dire qu'ils poursuivent d'autres types d'intérêts. Le but de ces gens-là, c'est quand même de gagner de l'argent. Or, le but d'une collectivité, c'est pas forcément de gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que cette ambiance-là, en tout cas en politique, ne me plaît pas. Le but d'une collectivité, c'est pas forcément de produire de la valeur. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est le premier débat. Ça fait pour ça. Vous. Et je ne vais pas argumenter parce que de toute façon, vous allez partir en pleurant. Donc... Moi, je suis un gauchiste. Moi, j'ai le couteau entre les dents. Ah, c'est ça. Allez. Le deuxième mot, négociateur, satisfaction de part et d'autre ce matin après la rencontre États-Unis-Russie. Les chefs de la diplomatie des deux pays ont convenu de nommer des négociateurs sur le règlement de la guerre en Ukraine, de mettre en place un mécanisme de consultation, de futures discussions, d'ores et déjà annoncées aussi évidemment entre Vladimir Poutine et Donald Trump, entre les deux présidents. Alors à la sortie de cette réunion préparatoire tout à l'heure, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se félicite de cette nouvelle posture des États-Unis. La conversation a été, je pense, très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, nous nous sommes entendus. Et j'ai des raisons de croire que la partie américaine a mieux compris notre position. Nous partageons un grand intérêt à la reprise des consultations sur les questions géopolitiques, y compris divers conflits dans diverses régions du monde dans lesquelles les États-Unis et la Russie ont des intérêts. Il y a eu un vif intérêt pour la levée des obstacles artificiels au développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Sergueï Lavrov avec la traduction de Simon Billot pour Sud Radio et face à lui le secrétaire d'État américain Marco Rubio, persuadé que l'élection de son boss Donald Trump est la clé de la future paix en Ukraine. Comme il l'a dit lors de sa campagne présidentielle, il veut que ça se termine de manière juste, durable et pérenne et non pas que ça conduise à un autre conflit dans 2 ou 3 ans. Ça ne sera pas facile à réaliser, mais Donald Trump est le seul dirigeant au monde à pouvoir initier ce processus et la rencontre d'aujourd'hui a été la première étape. Mais d'autres partis ont également imposé des sanctions à la Russie. L'Union européenne va devoir se joindre à la table des négociations à un moment donné, car elle a également imposé des sanctions. Marco Rubio, chef de la diplomatie des États-Unis avec la traduction de Matteo Lamblot. Inquiétude en revanche du président Volodymyr Zelensky, selon qui les États-Unis et la Russie ont décidé, je cite, de parler sans l'Ukraine de l'invasion russe de l'Ukraine. Troisième mot, condamnation, celle de Stéphane Plaza. Le tribunal de Paris condamne l'agent immobilier et vedette de la chaîne M6 à 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale récurrente sur une ancienne compagne. Il a en revanche été relaxé des chefs de violence psychologique habituels, c'est-à-dire récurrentes sur une autre compagne. L'avocate de Stéphane Plaza, Hélène Plumet, annonce qu'il va faire appel.
C'est aussi cette pression médiatique qui fait que peut-être que le tribunal s'est dit bon, on relaxe une, mais on en garde une pour dire que quand même donner l'impression que le travail a été fait, alors que vraiment il n'est pas violent. Je le répète, et c'est ça qu'il n'acceptera pas. Un propos recueilli par l'agence France Presse. Et puis le troisième mot et puis cette médaille d'or en biathlon. Oui, au passage quand même, chapeau pour Julia Simon en or et Lou Jean Monod en bronze, les Françaises qui ont dominé l'individuel 15 km au championnat du monde en biathlon. Bilan pour le moment de 7 médailles en 6 courses tout de même, hein. Pas mal les Françaises. Et ben voilà, c'est un beau score. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de ce programme. On est ensemble jusqu'à 19h. Robert Ménard face au procureur après un refus de marier un couple mixte. Alors parlons vrai, est-ce que cette loi qui permet à des personnes illégalement en France de se marier vous semble inepte? Et à cette question, Robert Ménard a-t-il eu raison de ne pas plaider coupable? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir. Les vraies voix et autres évidemment attendent vos appels au 0826 300 300. Et on aura l'occasion en tout cas de lui poser toutes les questions. Robert Ménard sera avec nous dans quelques instants, maire de Béziers. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est les vraies voix Sud Radio et merci de votre fidélité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Jean-Jacques Bourdin. Rendez-vous demain, 7h, pour le Grand Matin Sud Radio. Je poserai toutes les questions d'actualité à mes invités, même celles qui dérangent, évidemment. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. 7h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Bruno Pomar, et c'est l'heure du grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Robert Ménard, vous êtes convoqué mardi prochain devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour avoir refusé de célébrer un mariage le 7 juillet 2023. Je risque 70 000 euros d'amende, 5 ans de prison et d'être destitué de mon mandat de maire. Il a quand même eu une OQTF sur la base de contrôle pour un vélo. Ils ont constaté que le vélo n'était pas volé. Par contre, oui, n'ayant pas de titre de séjour valide, à ce moment-là, on lui a mis une OQTF. Mais attendez, c'est pas moi qui ai dit de ce garçon qu'il était en situation irrégulière, qu'il était clandestin. Mais attendez, mais vous avez qu'à l'appliquer, l'obligation de quitter le territoire. On marche sur la tête. Il y a heureusement un texte de loi qui va être examiné dans quelques jours au Sénat, et je pense que quand la règle est mal faite, il faut la modifier. Et donc Robert Ménard refuse de plaider coupable pour son refus de marier une Française à un Algérien sous OQTF. Le maire de Béziers est convoqué par le procureur, a été convoqué aujourd'hui par le procureur. Les ministres Retailleau et Darmanin se prononcent pour un changement de la loi quand l'un des deux époux est en situation irrégulière. Alors parlons vrai, est-il urgent de changer cette loi comme le demandent entre autres Bruno Retailleau et Gérald Darmanin? Et à la question, Robert Ménard a-t-il eu raison de ne pas plaider coupable? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Venez réagir au 0826 300 300. Et Robert Ménard est avec nous, maire de Béziers. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Petit tour de table avant de revenir à vous, Robert Ménard, Philippe Bilger. Robert Ménard, mon ami Robert, a eu raison dans cette affaire et d'une certaine manière, il a mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler une pratique de rupture. La méthode qu'il a utilisée a montré l'absurdité d'une loi et je comprends mal comment même elle a pu être édictée, comment on est amené probablement dans les prochaines semaines à interdire ce que, par sa pratique, il a rendu complètement absurde. Bien sûr. Donc il a totalement raison et il y a des moments où on se demande si notre démocratie n'est pas tombée sur la tête. Monsieur le maire de Belleflou, vous auriez eu le même cas de figure, vous auriez fait pareil? Ah oui, parce que je suis un peu casque à pointe, mais oui, je trouve, même si je me mets hors la loi, oui, je pense que Robert Ménard a raison, très sincèrement. Attendez, il y a une faute à la base, il y a non-application du OQTF, déjà. Déjà. Donc l'État, la justice, tout le monde est en tort. Je pense que Robert Ménard, à ce moment, c'est la porte ouverte à tout, hein. Tous les OQTF n'ont qu'à se marier et puis comme ça ils restent sur le territoire, ils bougent plus. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut revoir la loi et puis voir le Conseil constitutionnel, ce que va nous dire le Conseil constitutionnel. Parce que de valider un mariage, ça dévalide le QTF en fait. Oui, quelque part oui, absolument. Robert Ménard a peut-être tort juridiquement, c'est pas à moi de le dire, la justice le dira, et c'est vrai que pour le moment, dans l'état des choses, la possibilité de se marier pour un OQTF est protégée par le Code civil et à certains égards par la Déclaration des droits de l'homme. Mais
s'il a tort juridiquement, de toute façon, je trouve qu'il a raison et archi raison politiquement et médiatiquement. Il a eu raison de faire ça et je pense, et je m'adresse à lui directement, je pense que vous avez eu raison de faire de déclencher, je dirais, cette polémique parce que ça a mis le sujet des mariages des OQTF sur la place publique. Je pense du coup qu'il va y avoir une certaine prise de conscience politique qui accompagneront cette loi qui a été proposée par le sénateur, je crois, Stéphane Demilly, et qui vise à interdire le mariage des personnes sous OQTF. Donc je trouve que c'est très courageux et évidemment que ça fait avancer le débat public. Il y en a 9% quand même qui sont pas d'accord. Oui. Quand même, attention. Robert Ménard, avant de rentrer dans le dur de l'affaire, est-ce que vous vous sentez soutenu par les autres maires ? Oui. D'abord, David Alisnard, le président de l'Association des maires de France, a dit publiquement, m'a dit personnellement, je l'avais encore tout à l'heure au téléphone, tout son soutien. Ce matin, il y avait tout un tas de maires, et pas que des maires de droite, il y avait des maires qui étaient là, simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans la même situation que moi. Parce que c'est déjà arrivé, évidemment. Et moi, j'en ai parlé avec un certain nombre d'élus, et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, écoute, imagine, le risque est tellement grand, tellement important, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, l'impossibilité de se représenter, que évidemment, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, ou quand ils n'ont pas laissé tomber, ils ont dit à un de leurs adjoints, et ce qu'on m'a proposé d'ailleurs à moi, à un de leurs adjoints de le marier, comme ça tu refiles le bébé à quelqu'un d'autre qui se démerde avec ça. Et évidemment, ça m'a même pas traversé l'esprit. C'était invraisemblable que je fasse que j'ai ce genre de comportement. Philippe Bilger. Robert, est-ce qu'à un moment donné, l'arbitrage a été difficile à faire pour vous parce que vous êtes attaché à un état de droit cohérent et vigoureux et en même temps, vous n'avez peur de rien. Est-ce que vous avez eu un petit moment où votre conscience a hésité ? Ben oui, mais c'est compliqué, Philippe. D'abord parce que j'étais dans une situation contradictoire. D'une part, je suis officier d'état civil comme maire, et donc je marie quelqu'un. Et là, il y a l'obligation, vous avez raison de le dire, de le marier. De l'autre côté, je suis officier de police judiciaire et responsable dans ma ville, en partie, des questions de sécurité, de tranquillité publique. Or, marier, me semble-t-il, quelqu'un qui est en situation irrégulière, comme c'était le cas, ça me semble attentatoire à ces questions de sécurité. Et puis, bien sûr que je me suis inquiété. Vous savez que la veille de ce non-mariage, j'ai reçu mes services de la ville ont reçu un appel de la dame qui s'appelle Eva Marty. Et donc, il m'a demandé à me voir. Évidemment, je l'ai reçu. Vous imaginez bien que je l'ai reçu. Et j'avais peur, vous savez, qu'elle me dise « Ah, mais vous vous rendez compte, vous me gâchez ma vie, c'est l'histoire d'amour et tout ça. » Pas un mot de ça. Alors aujourd'hui, elle pleure devant les caméras, mais là, pas un mot. Moi, je m'attendais, vous avez compris, à quelque chose que j'aurais pu comprendre et qui m'aurait mis en difficulté. Pas du tout. J'ai eu droit à une espèce d'élément de langage d'organisation pro-immigré, et en plus, cerise sur le gâteau, je me suis aperçu qu'elle enregistrait à mon insu, évidemment, les demandes. Et d'un coup, je me suis dit, mais attendez, c'est se moquer du monde. Mais une question, Robert Ménard. Cette loi qui est, qu'on le veuille ou non, inepte, c'est quelle majorité, quel gouvernement qui l'a votée ? Parce que c'est toujours intéressant à savoir. Elle date d'il y a longtemps, parce que elle renvoie, vous y avez fait, je ne sais plus lequel d'entre vous, allusion, elle renvoie à la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. La Convention européenne des droits de l'homme, je pense que c'est l'article 12, pardon d'être un peu technique, mais il faut bien à un moment donné être précis. Cet article 12 dit que tout le monde a le droit de se marier. Jusque-là, donc, c'est une chose, mais précise quand même, cet article 12, il précise selon les lois nationales. Et donc, il y a des pays, par exemple le Danemark, où aujourd'hui, tu ne peux pas te marier si c'est avec quelqu'un en situation irrégulière. En France, on applique à la lettre ce document, le Conseil constitutionnel, pour dire, a une interprétation hyper rigoureuse de ce texte et dit, personne
personne ne peut se trouver, ne peut refuser de marier quelqu'un. Attendez, c'est ce mot. Oui, mais vous vous rendez compte dans quelle situation je suis? Je me retrouve avec, j'allais me retrouver dans la salle de mariage, parce qu'il y a évidemment à Béziers, comme partout, une salle de mariage, à être obligé de marier quelqu'un qui normalement était obligé de ne pas être en face de moi. Enfin, attendez, c'est exactement ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que normalement, imposer à quelqu'un de marier quelqu'un qui ne doit pas être là, c'est très compliqué. C'est qu'il serpent à deux têtes là. Une question, chers collègues. Votre opposition est avec vous ou contre vous? D'après vous? Elle est contre vous. Mais bien sûr, on a affaire à des gens qui ont des réflexes. Vous savez, tout ce qui est pas bien dans la politique, c'est-à-dire ce qui fait que moi, je suis plutôt à droite, mais quand un mec de gauche dit un truc plutôt intelligent, j'applaudis, je passe mon temps à dire ça arrive. Et quand mes copains politiques, moi je suis pas dans un parti, enfin dans la mouvance de droite, disent une bêtise, ça me gêne pas de le dire. Mais il y a des réflexes pavloviens en politique, y compris dans les élus locaux. On n'est souvent pas mieux que les autres. Et là, il y a des réflexes, parce que je suis dans cette situation, par principe, ils sont encore qu'ils sont très prudents, parce que honnêtement, je n'ai jamais, je vous le jure, sur la tête de ma fille, jamais reçu autant de messages de soutien de toute la France, partout, à la ville. C'est un flot de gens qui ne comprennent même pas, parce que c'est eux, personne n'a ce débat qu'on est à voir là. Les gens, ils pensent même pas qu'il y a de débat, ils ne comprennent même pas qu'un maire puisse être obligé de marier quelqu'un que normalement qu'on aurait dû expulser. D'ailleurs, qui a été expulsé 3 jours plus tard, je vous signale. Mickaël Sadoun veut réagir. Monsieur Ménard, moi je suis très favorable à une évolution du droit, mais il me semble que dans l'état actuel des choses, vous auriez pu vous contenter de faire un signalement au procureur de la République au lieu de refuser ce mariage. Est-ce que vous considérez que c'est une voie de recours qui sert à quelque chose, ou est-ce que ça sert à rien? Ah non, mais attendez, je l'ai fait. Ah d'accord. Évidemment, je l'ai fait. Parce qu'il y avait tout un tas d'indications qui ont fait que le personnel qui s'occupe de l'état civil dans ma ville est venu me voir en me disant, regardez, c'est un peu bizarre et tout ça. Et donc, ce qui leur a paru plus bizarre, c'est pas, vous savez, des fois, il y a des mariages où tu sens que c'est quand même des mariages arrangés. Ouais. Moi, je ne me suis jamais prononcé sur l'histoire d'amour de ce garçon et de cette fille. C'était pas mon problème. Le problème, c'était quoi? C'est qu'il avait dit de lui-même, puisque vous savez, il avait expliqué à notre personnel, qui pose des questions, évidemment, dans ce cas-là, il avait dit qu'il était sous OQTF. Ouais. Et à ce moment-là, on est venu me voir en disant, c'était la première fois que ça nous arrivait. Parce que c'est pas un mariage blanc. Les mariages blancs, c'est autre chose. C'est quand quelqu'un est pas vraiment amoureux et qui fait ça juste pour avoir des papiers. Ce qui est aussi une possibilité là-dedans. Mais on est pas sûr. Évidemment, j'ai saisi immédiatement le procureur. Et le procureur a fait quelque chose qui est un peu invraisemblable, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Au lieu de me dire, oui, écoutez, je vais mener une enquête, et on va voir ce qu'il en est. Pas du tout. Il dit, non, mariez-les, et la veille, écoutez-moi bien, la veille du mariage, il prend position, il nous informe que finalement, il demandera à la police des airs et des frontières, à la PAF, de faire une enquête supplémentaire. Et au lieu de suspendre le mariage, il me dit, mariez-le. Attendez, bien sûr, moi, comme tous les maires, je demande au procureur. Et tout ça, ça m'a amené dans une situation ubuesque. Bien sûr, c'est incroyable. Je me retrouve dans... Attendez, pardon, je suis pas un voleur de poulets. Je ne vole pas des poules sur les marchés. Je n'ai rien fait. C'est pour ça que je ne veux pas plaider coupable. Je n'ai rien fait. Je suis responsable de rien. Y compris si ce garçon a été renvoyé en Algérie, en l'occurrence, c'est pas moi qui le renvoie en Algérie. C'est parce qu'il est sous OQTF. Pourquoi il est sous OQTF? Parce qu'il a fait un certain nombre de choses. Des vols avec violence, des recels, des histoires de chiffres. Alors que son épouse, qu'il n'a pas épousée, dit que non, il y a eu juste une affaire de vélo, mais qu'il n'avait pas volé. Oui, bien sûr. Mais c'est un mensonge éhonté. Enfin, nous, on l'a. Moi, mes avocats, on a eu accès aux 200 pages du dossier, et on l'a lu. Et c'est lui-même, quand il fait des déclarations à la police, il dit, j'ai eu des problèmes avec la police pour des histoires, des vols avec violence, et j'ai pris, précise-t-il, 6 mois de prison avec sursis.
Je crois qu'en réalité, c'est 8 mois d'ailleurs, mais c'est autre chose. Mais bien sûr qu'elle ment quand elle dit ça. Juste, c'est un mensonge. C'est pas un ange. Mais encore une fois, même si ça avait été un ange, même si ça avait été quelqu'un au-dessus du soupçon, même si c'était une belle histoire d'amour, reste qu'il est en situation irrégulière et qu'il n'y a aucune raison d'accepter de le marier dans ces conditions. Vous vous rendez compte, pour ça, c'est quand même assez dingue. Elle, qu'est-ce qu'elle risque pour faux témoignage si toutefois c'est avéré ? Ah ça, moi je n'en sais rien et honnêtement, j'irai même pas lui faire un procès en faux témoignage. Vous me donnez l'occasion là de dire qu'elle a menti, attendez, surtout que son avocate a menti. Alors Robert Ménard, parce que ce matin, elle menaçait de me faire un procès en diffamation. Ça, elle a changé. Peut-être qu'elle n'avait pas lu. Peut-être qu'elle n'avait pas lu les 200 pages, peut-être qu'elle n'est pas si sérieuse que ça. En tout cas, nous, on les a lus, et évidemment, c'est pas moi qui dis qu'il a été condamné à de la prison avec sursis, c'est lui-même qui le dit. Mais Robert Ménard, on a 2 maires, parce qu'on a le maire de Belleflou à côté de vous, et après on part au 0826 300 300. Vous dites, il a dit à mes services qu'il était sous OQTF. Mais s'il ne l'avait pas dit, vous n'auriez pas été au courant, et donc vous avez peut-être marié, comme Bruno Pomar, des gens sous OQTF ? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y avait tout un tas de maires avec moi ce matin, parce qu'ils se disent qu'ils n'en savent rien. Tu n'en sais rien. Là, c'est d'une certaine façon, c'est un hasard parce qu'il l'a dit lui-même. Et je ne suis pas sûr, je vous le dis, que ça ne soit pas déjà produit pour moi et d'autres maires. C'est pour ça qu'il faut changer la loi. Et c'est pour ça que je vais suivre avec attention le débat au Sénat jeudi. J'ajoute quand même, c'était un comble. Vous me voyez reconnaître une culpabilité un mardi matin, ce matin, et 2 jours plus tard, les parlementaires, en l'occurrence des sénateurs, votaient une loi qui dirait, c'est pas encore voté, qui dirait que j'ai le droit de le faire. Enfin, attendez, mais c'est lunaire. Allez, bougez pas, Robert Ménard. Dominique est avec nous, 0826 300 300. Dominique, votre impression sur ce dossier écoutez, mon impression, elle est double. J'ai 2 questions que je pourrais poser à Robert Ménard. Allez-y. S'il marie cette OQTF, finalement, il devient complice de cette personne, puisqu'il légalise. Donc c'est une forme de complicité. Deuxième chose, imaginons le cas, il marie cette personne. On voit aujourd'hui dans la chronologie des faits divers qui viennent de se dérouler sur les 2 ou 3 dernières années qu'un bon nombre d'OQTF ont commis des actes absolument épouvantables en France. Imaginons que cette personne commette un acte après avoir été mariée par Robert Ménard et donc avoir été complice et donc avoir légalisé cette personne sur le territoire et qu'elle commette un acte absolument épouvantable. Que ne dirait-on de Robert Ménard qui a permis à cette personne de rester sur le territoire et de commettre cet acte? Donc j'attire l'attention à tous les maires, envers tous les maires qui vont devoir ou qui seront confrontés à cette situation. Peut-être qu'un jour, un OQTF va commettre un acte et à ce moment-là, ça va devenir quelque chose d'extrêmement politique dont va s'emparer les oppositions et vont s'entre-déchirer, faisant du maire la proie juste bonne à être jetée sur le barbecue. Robert Ménard. Écoutez, vous êtes bon pour écrire des séries, hein, Dominique, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais malheureusement, c'est juste... Je ne fais pas de plan sur la comète, déjà que je n'accuse personne de faire quoi que ce soit. Mais ce garçon, vous avez bien compris, s'il était sous OQTF, aujourd'hui, donc s'il a été ensuite expulsé, mais après cette histoire, c'est évidemment qu'il avait un petit pédigré pas très bon citoyen. Et dans ces cas-là, oui, il me semble qu'il n'y a aucune raison de le marier. Seulement, une fois de plus, si on ne change pas la loi, moi, je vais me retrouver à être condamné. Parce que demain, je vais être devant un tribunal correctionnel et on prendra la loi en disant... Monsieur le maire, vous avez cette obligation-là, et si je tombe sur et ça arrive de temps en temps, pardon de le dire, des magistrats un peu politisés, un peu, je sais pas, syndicat de la magistrature, ça existe, par exemple. Oui, mais sauf que, attendez, vous rigolez, madame, moi j'ai pas envie. C'est monsieur, Bruno Pomar. C'est monsieur. Ouais, non, mais on peut comprendre effectivement l'interrogation de Robert Ménard. C'est d'un côté, il a sa gauche bien pensante, la gauche bien pensante de Béziers qui pense qu'il devrait le marier parce que c'est normal, c'est humain, c'est je ne sais quoi. Et si par contre, effectivement, il le marie sans savoir que ce gars-là est sous OQTF, ça sera les premiers à lui tomber dessus. Non, mais c'est quand même affolant, Philippe Bilger, pardon, hein, dans l'appréciation du droit français, il y a un moment donné, il faut être aussi un peu sensé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marier quelqu'un qui n'est pas censé être sur le territoire.
Ma chère Cécile, je me demande si dans les lois, l'élaboration des lois, on intègre un élément capital, c'est-à-dire le bon sens. Ou l'interprétation. Ben oui, c'est ça. Absolument. C'est-à-dire on édite des lois dont les conséquences deviennent absurdes et après on doit faire voter une nouvelle loi pour éradiquer les conséquences absurdes. On se demande parfois s'ils réfléchissent. Mais le sénateur qui a fait la proposition, il a une déclaration très juste que j'ai notée. Il a dit: j'ai été maire pendant 30 ans. J'ai toujours trouvé incohérent de lire des articles du Code civil à une personne qui n'a pas respecté les conditions fixées par notre droit. Il a tout dit, c'est absurde. D'ailleurs, c'est quand même un acte juridique, le mariage. Donc il faut que ça se fasse dans une certaine conformité. Si on le fait à quelqu'un qui n'est pas censé être sur le territoire français, qu'est-ce qu'on fait? Donc je comprends Robert Ménard et il a tout à fait raison. Robert Ménard, et même question pour notre ami Bruno Pomar, maire de Belleflou. Dans la loi, vous dites on ne sait pas si une personne est sous OQTF. Est-ce qu'il y aura l'obligation pour l'État d'informer les maires si la personne, par exemple, est sous OQTF ou irrégulièrement en France? Ce serait la base. Ce serait la base, mais ça même un employeur sont tellement ineptes parfois. Oui, mais c'est comme le terrorisme. Bah oui. Le signalement des terroristes, des fichiers S, etc. Oui. Le maire n'est pas censé le savoir. Sauf si tu as des copains un peu partout placés qui te disent c'est ça le problème. Robert Ménard, le mot de la fin pour répondre rapidement. Juste pour répondre ce point, je rappelle au maire, mais il le sait, qu'aujourd'hui, les élus comme moi, comme lui, on n'est pas prévenu du nombre de fichiers S dans notre commune. Je n'en sais rien. Et le minimum, c'est qu'on me le dise. On ne peut pas à la fois me demander de faire respecter la loi, on ne peut pas à la fois de me demander des comptes à longueur de temps et pas me donner le minimum d'informations. Je crois que je suis un maire sérieux et quand on me donne une information en me disant c'est confidentiel, je ne viens pas la raconter sur le micro au micro de Sud Radio. Et non, je la garde pour moi. On pourrait nous faire confiance au maire de temps en temps. Merci beaucoup Robert Ménard, en tout cas, maire de Béziers, pour votre témoignage. Et à titre personnel, je soutiens totalement, bien entendu, Robert Ménard, parce que je trouve que tout ça est un peu. Tu te rends compte de la difficulté ce que c'est d'être maire? Je sais comme alors moi, au niveau de mon village, je ne le ressens pas, mais c'est dur. C'est dur et c'est sous-payé. Bien sûr, oui. En attendant, Dominique, merci d'être avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit, vous allez pouvoir combattre. Vous avez révisé à la loyale ou à la déloyale contre Philippe Bilger, contre Michael Sadoun et contre Bruno Pomar. Et on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue dans la maison Sud Radio. On est ravis de vous accueillir autour de cette table familiale des vraies voix, avec Philippe Bilger autour de cette table, avec Michael Sadoun et Bruno Pomar au 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez bien entendu commenter et débattre avec nous jusqu'à 19h avec Philippe David. En attendant, il est là, Dominique? Oui, je suis là. Dominique, c'est à vous de lancer le jingle. Ben, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je crois qu'on lui a coupé la chic, Dominique. Mais à mon avis, il va être très bon, il va couper la chic aux vraies voix. Il peut gagner, hein. Oui. Écoutez bien, Dominique. 3 points sur la présidence de LR. Jamais cette guerre des chefs ne viendra de moi. Le maire. Non. Il est pas. Non. Retailleau, c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. 3 points pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit toujours sur la présidence de LR? Il n'y aura pas de guerre des chefs. Dominique. Non. C'est un député. C'est un médecin. Juvin. Bonne réponse de Michael Sadoun. Juvin. C'est du haut niveau, je suis réveillé. Malgré son rhume. Il revient, lui? Je n'avais pas entendu parler. Qui c'est qui l'a dit sur la défense? Le premier geste de souveraineté, de patriotisme économique que devraient faire tous les chefs d'État de l'Union européenne, c'est d'acheter du matériel européen. Dominique. Notre président. Non. Barrault. Non. Attal. Non. Il a des lunettes et une barbe maintenant. Non. Philippe. Non. Bardella. Bonne réponse de Philippe Bilger. La barbe, ça m'a aidé. Barbe naissante. Naissante, quand même. Mais ça le vieillit, c'est ce qu'il veut. Qui c'est qui l'a dit sur le refus de Robert Ménard de marier une personne sous OQTF? À sa place, j'aurais marié des personnes qui souhaitent le faire. Tout simplement. Bonne réponse, c'était ce matin sur Sud Radio. Bravo. Qui donc? Grégory Dessay. Ah, d'accord. C'est pas étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur l'économie et les sujets du travail. Le RN est d'extrême gauche.
Ça, c'est un LR qui a dit ça. Oui. C'est... Attendez. Ah bon? Laurent Wauquiez. Bonne réponse de Dominique. Parce que depuis tout à l'heure, Dominique, il dit Laurent Wauquiez. Qui c'est? Ça finit par tomber. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Dominique? C'est le moment pour nous de reprendre le contrôle de l'OTAN. Dominique. On vient d'en parler. Hein. C'est Barrot. Ouais. Et oui, Philippe Bilger, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je prends une trempe, moi, là. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points sur le duel Retailleau-Vauquier? Je regarde ça comme un club de Ligue des Champions qui regarde un club amateur. C'est très modeste. Ouais. Dominique. Xavier Bertrand. Non. Édouard Philippe. Non. C'est pas Mélenchon. Je regarde ça comme un club de... Non. Bompard. Non, je regarde ça comme quoi? Non. Comme un club. Je regarde ça comme un club de Ligue des Champions qui regarde un club amateur. Non. Non. Pas le même bord. Un député RN. Oui, RN. Bonne réponse. Voilà. Ce matin sur CNews. C'est fini. On en est où? Eh bien, Philippe Bilger, grâce à Jean-Noël Barrot, ce qui est dommage pour Dominique, 9 points. Dominique, 6 points. Et ils se sont fait match nul en dernière minute. 3 points. Et de pour loser. Non, 3 points pour Mickaël Sadoun et revenu du diable Vauvert. Arrêtez de me mettre des pointures comme ça devant. Écoutez, ça marchera pas tout le temps, c'est flatterie. On va vous mettre des pointures de 22 la prochaine fois. Parce que visiblement, le 41, ça vous va pas. Dominique, je le dis tous les jours que nos auditeurs sont formidables. Écoutez, je suis désolée de le dire, mais à chaque fois... Vous êtes formidable. Ouais, je vous trouve vraiment... Il y avait une émission intéressant, intelligent, sérieux. Enfin voilà, je sais pas. Merci Aude, en tout cas, de nous envoyer tous ces bons auditeurs. Je peux dire juste un petit coucou? Allez-y. Merci. Allez-y. Écoutez, j'ai commencé par un coup de gueule, je vais finir par un coup de cœur. Il y a quelques minutes, l'équipe de France féminine est devenue championne du monde. Absolument. Avec le biathlon. Julia Simon. Et en biathlon, et puis Lou Jean Monod a remporté la médaille d'or. Je suis fou du biathlon. Donc, super discipline. Génial. Bravo. Bravo les Bleus. Merci beaucoup Dominique. Merci, Dominique. On vous embrasse à très Merci bientôt. à vous. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Allez, dans un instant, le journal et puis la météo de Rémi André et puis Philippe David. Ah bah tiens, c'est bizarre, je vais pousser un coup de gueule sur un de nos ministres dont on a parlé tout à l'heure, mais pas pour les mêmes zones du monde. Vous avez deviné qui c'est? Oh bah tiens, c'est bizarre. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec mon camarade Philippe David. Avec ma camarade Cécile de Ménibus. C'est beau. Camarade, ça fait un peu Radio Pyongyang. Ah oui, c'est inquiétant. Camarade. Auprès de qui travaille-t-on? Oula. Comment vous voulez que je vous appelle sinon pas camarade? Mon ami Philippe David. Oh oui, mon ami Cécile de Ménibus. Ça fait faux. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une amitié qui est Mais c'est vrai. Depuis 10 minutes. Ça fait 10 minutes à peu ma près. chère Cécile Mondodu, par exemple? J'adore. C'est bon. Bah là, c'est une question de courbe. Il pourrait dire Magrath. Magrath. Non mais GRACE. Hein. Oui. Pas deux SE quand même. Ah, ça devient. Ouais, c'est pas mal. Attention, terrain glissant. Attention. Oui, c'est ça. Tout est au rouge là. Attention. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar et vous au 0826 300 300. Vous nous laissez des messages sur notre répondeur et on les écoute. Oui, bonjour, Jean-Christophe de Bordeaux. J'ai écouté Françoise de Gois concernant Richard Ferrand. Et ben, moi, personnellement, ça me donne pas du tout envie, en sachant que, a priori, ça a été lui l'artisan de la victoire d'Emmanuel Macron. On a vu ce que ça donnait. Et puis, ça va encore verrouiller encore un peu plus le Conseil constitutionnel, rempli de macronistes à la solde du président. Donc, ça sent très fort le copinage, mais enfin bon, comme d'habitude avec Emmanuel Macron. Bonne journée. Ça rue dans les brancards à l'Assemblée nationale. Les députés veulent voter contre. Ils veulent voter contre. Mais c'est très drôle tout de même qu'on parle uniquement de Richard Ferrand, qui a une personnalité très estimable, très intelligente, et que le phénomène qui me choque le plus, c'est-à-dire qu'il a nommé au Conseil constitutionnel la personne qui s'y trouve et qui a classé la procédure le concernant. Sa supérieure, exactement. Procureur général. Absolument. Enfin, et ça, je trouve que c'est le plus choquant. Franchement, pour avoir rencontré
quelques personnes de la Macronie qui connaissent bien Richard Ferrand, ils m'ont dit que c'était pas quelqu'un qui brillait particulièrement par son intelligence. Je crois que si. Ça, c'est même. Non, je crois que si. Par rapport à vous deux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mickaël Sadoun? Vous tirez sur tout ce Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec mon Philippe David et mon Philippe Bilger, pour vous dire. Et mon Mickaël Sadoun, et mon Bruno Pomar. Ça n'a plus aucun intérêt. Et mon Félix Mathieu. Merci. Et vous savez ce qui a marqué sur nos murs? Non. Parlons vrai. Ah bah voilà. Philippe David. Moi, j'adorerais privatiser Cécile. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris, sur le quai d'Orsay. Plus précisément, pourquoi le Quai d'Orsay? Parce que le moins qu'on puisse dire est que notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ne prend pas les mêmes précautions selon à quel pays il s'adresse. Commençons par sa réaction courroucée au discours de J.D. Vance à Munich vendredi dernier. Alors, je vais le dire très tranquillement et avec tout le respect qui est dû à sa fonction. S'agissant de la vie démocratique, chacun chez soi, merci, au revoir. Plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de son voisin, regardons la poutre qui est dans le nôtre. C'est-à-dire que nous n'avons pas de leçons à recevoir sur la manière dont nous organisons notre débat public. Une réaction courroucée affirmée également sur Twitter par ces mots. À Munich, aujourd'hui, je réaffirme 3 principes. 1. La liberté d'expression est garantie en Europe. 2. Quand on est sûr de soi et de ses valeurs, on ne se sent pas menacé par la critique. 3. Personne n'est obligé d'adopter notre modèle, mais personne ne peut nous imposer le sien. Alors très bien, le ministre des Affaires étrangères français a parfaitement le droit d'avoir des divergences profondes avec le vice-président des États-Unis, mais ce qui est surprenant, pour ne pas dire choquant, c'est de voir à quel point les roulements de mécanique face à J.D. Vance se transforment en silence assourdissant face à Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. En effet, depuis maintenant plus de 3 mois, un écrivain français atteint d'un cancer est embastillé en Algérie, tandis que ce pays refuse de reprendre ses OQTF en violant le droit international, que ce soit des influenceurs ou des délinquants. Et là, on ne peut pas dire que Jean-Noël Barrot fasse preuve du même discours viril à l'égard d'Alger, que ce soit au micro d'une radio ou sur Twitter, qu'à l'égard de Washington. Michel Audiard disait « Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent. L'inverse étant vrai, on comprend mieux pourquoi J.D. Vance n'a rien eu à faire des remarques de Jean-Noël Barrot quand on voit le poids dans le monde des USA et de la France. Il ne lui reste plus qu'à avoir le courage de montrer les muscles au type de 40 kilos situé non pas de l'autre côté de l'Atlantique mais de l'autre côté de la Méditerranée. Mais j'ai bien peur que, malgré son poids qui est supérieur, le courage lui manque.
Qui est Jean-Noël Barrot, je pense qu'on va finir par le faire exister. Mais plus sérieusement, ce qu'il dit sur le vice-président est tout à fait correct. Ah, mais j'ai pas de problème là-dessus. Non. Et donc, je vous rejoins absolument sur la mollesse des réactions à l'égard du président Tebboune. Deux poids de mesure. C'est très juste avec pertinence. La partie du discours sur l'Algérie est très juste. Mais néanmoins, j'aurais une petite différence avec vous, monsieur Bilger. C'est que de faire un peu moins les malins quand même avec les Américains. Parce que maintenant qu'il y a Trump, c'est quand même lui le patron, quoi qu'on dise. Nous, on est des nains à côté. Surtout que nous sommes vassalisés aux États-Unis via l'Union européenne. Donc Jean-Noël Barrot peut gueuler comme il veut sur Donald Trump. Il reste totalement idolâtre vis-à-vis de cette Union européenne qui nous inféode en fait aux États-Unis. Donc c'est des gens qui ont des positions pas cohérentes. Ils aboient beaucoup, mais ils mordent pas beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est ce qu'on appelle une information toute fraîche, puisque enfermé dans la controverse Notre-Dame de Bétharram, François Bayrou vient de s'en prendre au gouvernement Jospin et notamment à Ségolène Royal qui porte plainte. Le Premier ministre accusé d'avoir passé sous silence des accusations de violence, notamment sexuelles, dans l'établissement catholique béarnais. François Bayrou a encore réfuté tout à l'heure à l'Assemblée nationale, lui qui fut à l'époque, dans les années 90, ministre de l'Éducation dans les gouvernements Balladur et Juppé. Mais en revanche, tout à l'heure, donc à l'Assemblée, il s'en est pris à la gauche, qui elle fut aux manettes juste après, suite à la dissolution de 97. Si je ne savais pas, d'autres savaient. Parce que j'affirme devant vous, et vous le vérifierez, que le procureur général, lui, a tenu à informer la chancellerie sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998. Qui était ministre de la Justice? Quel était le gouvernement à cette époque? C'est le gouvernement socialiste de 97 à 2002. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Qui était le ministre de l'Éducation nationale? C'était Claude Allègre. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Et bien justement, Ségolène Royal qui n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, se disant scandalisée. Elle annonce déposer plainte donc contre François Bayrou. Plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse suite aux attaques indignes d'un Premier ministre paniqué, écrit-elle, alors qu'il sait à quel point je me suis engagé pour lutter contre les agressions sexuelles sur les enfants et les violences qu'ils subissent à cause, dit-elle, de la lâcheté silencieuse et complice d'adultes qui se taisent ou étouffent la parole. Ségolène Royal développe ensuite en affirmant avoir publié dès 97 une circulaire sur les obligations de signalement dans des affaires comme celle-là. Circulaire qui n'a visiblement pas été respectée dans l'affaire Bétharram, dit-elle. Ségolène Royal en appelle maintenant à sanctionner, je cite, ceux qui par leur silence ont laissé des petites proies enfantines entre les mains des prédateurs. On a l'impression que l'arroseur arrosé et que là ça va prendre peut-être une autre ampleur. Oui, parce que François Bayrou, que j'aime beaucoup par ailleurs, a compris qu'il y avait une bonne méthode. Il ne faut pas seulement se défendre, il faut attaquer. Et de l'autre côté, Ségolène Royal, que je ne déteste pas, dans une sorte de centrisme sentimental, eh bien, Ségolène Royal se défend aussi. Mais je pense que tout ça va s'apaiser lorsqu'elle se rendra compte que peut-être l'attaque est justifiée. Mais je crois qu'il y avait aussi Mélenchon qui était, alors il n'y a rien à voir avec l'éducation nationale, le directeur. Il était secrétaire d'État à l'enseignement technique. Tout à fait. Donc il était aussi dans ce gouvernement. Il était un peu plus éloigné. Moi j'incriminerais, au-delà des politiques en place, des ministres qui ne savent pas tout, évidemment, parce que ce sont les administrations qui dirigent ce pays. Je pense que c'est les DGESCO et compagnie, l'éducation nationale, qui ont une responsabilité, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires qui ont une responsabilité dans tout ça. Parce que les ministres ne sont pas au courant de tout. Je ne veux pas les laver de tout, soupçon, attention. Hein. Mais néanmoins, il faut se poser une question. Il y a un plafond de verre, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Ouais. Michael Sadoun? Non. Rien à ajouter, d'accord avec Philippe Bilger plutôt. Vous êtes formidable. Oui. Là c'est bien, là quand vous dites ça, c'est bien. Vous qui êtes clair, net, précis. Là c'est efficace. Vous qui êtes consultant, c'est quoi le centrisme sentimental? Parce que j'ai toujours pas compris. J'ai beaucoup aimé cette formulation. J'aime les deux. J'ai rien compris. Vous êtes, mais il a des affections à gauche et à droite. C'est-à-dire, je vous explique il est en clair. polyamoureux, comme il dit aujourd'hui. En face de vous, 2 canons, et ben vous prenez les 2. Ah bah d'accord. Bravo, c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous voyez, j'ai retenu une qualification
Le centriste anti-antenne, c'est quand on n'arrive pas à choisir. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi je m'appelle deux minibus. Voilà, en s'appelant deux minibus. Voilà, vous êtes obligé de me prendre moi. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Je vais parler de Christophe de Chavannes. Ah oui, avec vous. Je vais parler de la guerre des chefs. La guerre des chefs. Oui. Qui n'aura pas lieu a priori. Bruno Pomar. Alors, je vais vous dire, d'un coup, j'ai oublié. C'est le procès de C8. Alors, excusez-moi, vraiment, j'ai eu un trou de mémoire. Très intéressant. Oui, ça peut arriver. J'ai une telle pression avec Michael et Philippe, donc oui, C8, un scandale. Un scandale. On fait une petite pause. Les vraies voix reviennent dans quelques instants. À tout de suite et merci en tout cas de nous écouter régulièrement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Patrick Roger. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, la vérité en face, pas de langue de bois. Et puis Radio Libre, vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous vous êtes dit en écoutant les vraies voix, mais si je m'abonnais à cette chaîne YouTube, bah oui, vous avez raison, puisqu'en plus, non seulement vous pourriez nous écouter, mais en plus vous pourriez nous voir. Alors, ils sont pas tous, on n'est pas tous magnifiques, hein, je vous le dis, pas. On est pas mal, on est pas mal. On se dit bien, on est assez beau gosse. D'accord, on est beau gosse. Philippe Bilger a une cravate, j'ai mis une espèce de petite veste croisée comme ça. Vous êtes comme Mickaël, vous êtes beau gosse, vous? Bien sûr. Mickaël il le dit pas. Non, je rêverais d'avoir les yeux bleus de Philippe Bilger. Voilà. Mon Dieu, tu m'aurais prêté autre chose. Et quoi par hasard? J'ai été qualifié abusivement de Rocco Siffredi. Qui c'est qui n'a pas tout dévoilé ici? C'est vrai qu'il aurait aimé emprunter certains de mes attributs. C'est moi parce que on se connaît bien. En fait, faut pas laisser les garçons ensemble, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, il m'a connu dans un hôtel et il a vu les capacités dont j'étais. Allez, les amis, autour de cette table, Michaël Sadoun et puis Bruno Pomar et Philippe David, bien entendu. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table. De l'actualité. Arrêtez de rire comme des... je sais pas quoi là. Oh mais c'est marrant quand même. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur Christophe de Chavannes. Je n'aimerais pas être Christophe de Chavannes à l'heure actuelle, compte tenu du climat très hostile et totalement justifié à l'encontre de ceux qui conduisent, par exemple, sous l'état alcoolique, ce qui n'était pas son cas, en tout cas sous l'influence d'une drogue très sérieuse qui est la cocaïne. Il était en état de récidive. Je ne sais pas ce que décidera le tribunal correctionnel à son encontre, mais je pense qu'il... ça va être difficile pour lui de continuer, évidemment, à dénoncer médiatiquement les transgressions dans ce domaine. Il l'avait fait avec Pierre Palmade, c'était beaucoup plus grave pour Pierre Palmade. Parce qu'il y avait un accident corporel. Alors je me demande comment de Chavannes pourra résoudre le problème qui est le sien. Est-ce qu'il ne viendra plus dans l'émission du samedi soir? Quelle époque? Est-ce que lorsqu'on parlera de ces problèmes de drogue, est-ce qu'il sera amené en quelque sorte à se mettre en retrait, quitte à reprendre la parole après? Et là, je le fais sans ironie, réellement, ça va être délicat pour lui, et sans parler de la condamnation qui risque d'être sévère à son encontre. À France Télévisions, on pardonne tout. Donc normalement, il devrait revenir dans l'émission de Madame Léa Salamé sans problème. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est que quand on veut donner des leçons, il faut soi-même être propre, et ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, il ne devrait plus apparaître à l'antenne, et surtout ne pas donner de leçons, même sur l'affaire Palmade. À la limite, tu dis rien et puis tu t'abstiens de quoi que ce soit. Surtout quand on est encore une fois un consommateur de drogue. Non, je ne veux pas faire de petite morale et je déteste tirer sur un homme à terre, donc je dis rien de ce qui s'est passé. J'espère simplement que l'audiovisuel de service public prendra les mesures adaptées qui l'écarteront de l'antenne. Je crois que c'est un peu la moindre des choses. On doit bien ça à ses auditeurs quand même. Quand on commente la vie publique, quand on dénonce les excès de certains, quand on prétend avoir une vision de ce qui est le bien ou le mal, etc. C'est quand même compliqué quand on est dans une telle récidive, etc. Après, encore une fois, je veux pas tirer sur un homme à terre. Voilà. Donc,
Rappelons quand même que la cocaïne au volant, c'est quand même très très grave. Au volant comme pas au volant. Il faut pas. Et comme dirait l'autre, la drogue c'est de la merde. Voilà. Qui a dit ça d'ailleurs? C'était Darmanin qui l'a répété plusieurs fois. Une campagne de pub dans les années 80. Il avait raison. Michael Sadoun, puisque vous êtes là, la complémentarité Wauquiez-Retailleau. Oui, on parle souvent de cette guerre des chefs du point de vue des personnalités et des égos. C'est certainement très intéressant et ça a son rôle. Je sais d'ailleurs que mon ami Philippe Bilger est très attaché à cette question des personnalités. Mais je crois que derrière cette guerre des chefs se dessinent réellement deux lignes quand même légèrement différentes. Non pas tellement du point de vue programmatique, parce que je suis sûr que, et compte tenu de la circonstance, que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez auraient peu ou prou le même programme, mais je pense qu'il y a quand même des philosophies légèrement différentes. Pour le dire très vaguement, Bruno Retailleau vient plutôt de cette droite vendéenne, d'inspiration catholique. Évidemment, il a été dans le siège de Philippe de Villiers. C'est à son siège qu'il a été élu en 94. Puis il a été dans le giron de François Fillon. Donc plutôt cet héritage-là. Et du côté de Laurent Wauquiez, je dirais un héritage peut-être plus gaulliste social. On sait qu'il est très attaché à l'héritage du CNR, du Conseil national de la résistance, et qu'il est très fidèle à certains événements à Chambon-sur-Lignon qui font référence évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'est deux tendances qui sont très respectables, moi que j'aime bien d'ailleurs les deux, et je pense qu'elles sont complémentaires. Je pense que c'est même une force pour la droite que de les avoir, qu'elles peuvent même être agrémentées de cette droite libérale de David Lisnard. Et ça me rappelle d'ailleurs la campagne de Sarkozy en 2007, et ce qu'il a fait gagner en 2007, c'est la complémentarité entre la droite identitaire de Patrick Buisson, cette tendance très républicaniste de Henri Guénaud, et cette droite libérale d'Emmanuelle Mignon, qui était sa directrice de cabinet. Donc je pense qu'on a là un attelage avec des personnalités qui sont très intéressantes, des intelligences en action, des talents qui méritent d'être connus, qui sont déjà connus évidemment, mais qui méritent d'être mis en avant par la droite républicaine. Donc je pense que c'est un avantage plus qu'un désavantage pour 2027. Après, j'espère que la guerre d'ego ne détruira pas cette belle complémentarité. J'aime d'autant plus le point de vue de Michael qu'il montre qu'il y a des différences sur le fond, alors que par ailleurs, elles sont colossales sur le plan des personnalités et des tempéraments. Ça, c'est évident. Et peut-être même des pratiques. Enfin, je ne veux pas alourdir le débat, c'est très pertinent. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, non, l'analyse de Michael est excellente, mais ce que tu as dit en dernier, c'est que la lutte des égos, mais ce n'est que ça. C'est comme ça qu'on casse. Bien sûr. Mais si, excusez-moi Philippe. Non. Mais si. Non, c'est quand même. Ça n'est pas que ça. Non, je regrette. Ils s'entretuent tous. On l'a vu avec la gauche, avec Benoît Hamon. Tu penses qu'ils ont pas tous envie d'être en tête de l'affiche? Mais bien sûr, Philippe. Mais ce qui me gêne, c'est que par exemple, vous mettiez sur le même plan Laurent Wauquiez, à l'égard duquel j'ai des réserves, et Bruno Retailleau, dont précisément la particularité, c'est de ne pas entrer dans ce registre du tout à l'ego. Mais ça va venir, mon cher Philippe. Non. Si, la preuve, c'est que Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il fait son boulot à plein temps, comme a dit Wauquiez, et puis d'un coup, il se dit, je fais 80% de bonnes intentions. Son entourage a dû dire, vas-y, ça va être toi le patron des LR. Je trouve qu'il devait se partager le magot. Quelque part. Moi, j'ai ce sentiment. Pas du tout, Bruno. Pas du tout. Puisque Wauquiez invoquait un deal qui n'a jamais existé. Et comme l'a très bien dit Bruno Retailleau, il a si peu existé le deal que Wauquiez était prêt à devenir ministre. Non, mais ça, tu as raison. Mais un argument qui n'est pas souvent évoqué, c'est que si Bruno Retailleau prend la tête des Républicains, et que ça marche pas tellement au ministère de l'Intérieur parce qu'il est pris par des blocages institutionnels qu'il dépasse, il rendra les Républicains responsables pour l'échec d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même dommage. Donc je trouvais ça pas mal de partager ces espèces de responsabilités. Évidemment, derrière ça, j'ai un respect infini pour Bruno Retailleau que je ne cesse de défendre sur les plateaux. Mes chers amis, depuis quelques mois, si la droite a retrouvé de la vigueur et une image positive, c'est grâce à qui? Bien sûr. Dernier coup de gueule, notre ami Bruno Pomar, c'est sur C8. Oui, toujours le même sujet, évidemment. Encore hier, 2 700 000 personnes ont regardé C8 et PMP. On aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet.
l'émission, mais nécessairement, elle est regardée par beaucoup de monde. Je trouve encore une fois que au-delà de la liberté d'expression... Cyril Hanouna, c'est la chaîne en entier. C'est la chaîne, oui, mais c'est lui qui est si bien particulier. Je trouve que c'est scandaleux au niveau des libertés, de la liberté de s'exprimer, de la liberté tout simplement de montrer ce qu'on veut à la télé, à la radio. Et là, effectivement, on sent qu'il y a un serrage de vis qui se fait. Et l'Arcom, là-dessus, a de lourdes responsabilités. Au-delà de la chaîne elle-même, c'est des emplois perdus, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très grave. Mickaël Sadoun. Moi, j'ai déjà commenté la décision stupide de l'Arcom de tous les points de vue, tant du point de vue de la dépendance vis-à-vis de l'actionnaire, que vis-à-vis de la ligne politique, que vis-à-vis de la diversité des programmes. Je pense que C8 était totalement dans les clous. Voilà, vous savez, le premier critère pour qu'une chaîne soit présente sur la TNT, c'est l'intérêt du grand public. Il y a évidemment un intérêt du grand public. Bruno Pomar a rappelé les audiences, donc je trouve... Encore une fois, ces décisions stupides. C'est d'autant plus scandaleux, je trouve, que C8 a été sanctionné, a payé, 6 millions, et donc ça va devenir une double peine. Et je crains le pire, Bruno. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, pour ces sujets. Dans un instant, on va revenir sur cette légalisation du cannabis. Un point d'interrogation et 2 députés qui proposent aussi de dépénaliser certaines drogues dures. Parlons vrai. Est-ce qu'avec la proposition de dépénalisation de la cocaïne, on a franchi un pas? Et à cette question, dépénalisation de la cocaïne, certains députés sont-ils irresponsables? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invitée, Anne Soris, sera avec nous dans quelques instants. Sénatrice écologiste de Paris qui a représenté récemment une proposition de loi sur le sujet. On revient dans un instant, on fait une petite pause. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, tous les jours de 17h à 19h, c'est un plaisir de vous accueillir. Ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 0826 300 300, si vous voulez bien entendu accéder et débattre avec nos invités du jour et avec Philippe David, bien entendu. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bien, comme je vous le disais, se droguer, c'est mal. Moi, personnellement, je pense qu'il faut légaliser le cannabis. Mais vous fumez, monsieur. Ludovic Mendes préconise de dépénaliser la détention de moins de 3 grammes de cocaïne. Dangereuse aujourd'hui comme l'alcool et la consommation de tabac, et pour autant quand on est alcoolique ou qu'on fume beaucoup de tabac, on est accompagné en termes de santé. C'est parce qu'on dépénalise que vous ne serez pas saisi. C'est juste que vous n'aurez pas d'amende, vous ne passez pas devant le juge, c'est ça la seule différence. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu, en fumant mon tapé, ne plus transpirer à chaque contrôle. 2 députés, un macroniste, un insoumis, proposent donc dans un rapport de légaliser le cannabis. Ils veulent aussi dépénaliser l'usage de drogues plus dures comme la cocaïne, en ne poursuivant plus la possession en petite quantité. Objectif, selon eux, se concentrer sur la lutte contre le trafic. Alors parlons vrai, est-ce que la cocaïne, qui est une drogue dure, on peut la dépénaliser comme une drogue dite douce? Et à cette question, dépénalisation de la cocaïne, certains députés sont-ils irresponsables? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, datant vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Anne Soris est avec nous, sénatrice écologiste de Paris. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. On va tomber d'accord. Au fond, j'admets bien volontiers que mon ancien métier me rend peu sensible à cette volonté collective d'atténuer, je dirais, la répression pour aller vite contre la drogue et l'usage de toutes les drogues. Je me demande si, au fond, on a réellement essayé une véritable répression qui soit à la fois imprégnée de l'humanisme nécessaire pour les gens qui prennent de la drogue à cause d'une difficulté d'être, mais d'autre part pour éradiquer les trafics. Je suis presque tenté de dire que l'État ou les autorités, peut-être même les sénateurs ou les députés, dépassés en quelque sorte par l'importance du problème, ont pris le parti de l'administrer, c'est-à-dire d'accepter l'échec et de proposer des solutions qui, en définitive, ne vont pas réduire le trafic, parce qu'en réalité, il trouvera des débouchés ailleurs, et je me demande si ça ne donnera pas une image désastreuse sur le plan de la répression sociale et personnelle. Mais tout ça, je le dis avec beaucoup
rien de péremptoire. Hein. Alors, on veut dépénaliser, moi. Je veux bien entendre tout, effectivement, parce qu'on a des difficultés pour lutter contre le trafic. Ça, c'est un élément important. Ça m'interpelle quelque peu. On veut dépénaliser parce qu'on dit, après tout, et l'alcool, le tabac, etc. Bien dans le micro. Même chose. Et puis, un autre élément important, c'est le marché illégal qui fleurit de plus en plus. Alors moi, je veux bien qu'on mette tout ça en avant, mais encore une fois, on parle de santé publique. Donc ça veut dire qu'on peut consommer à tout va ce qu'on veut, de la coke, des amphétamines, du cannabis. Je trouve que c'est un peu présomptueux de la part de nos élus. Mickaël Sadoun. Non, moi je voulais dire, je connais les arguments en faveur de la dépénalisation, à savoir on a le système juridique le plus répressif en la matière et ça produit pas d'effet. C'est la loi de 70. Voilà, on pourrait générer des revenus pour l'État, pourquoi pas en légalisant même le cannabis et en supervisant ça, avec évidemment en encadrant les taux de THC, etc. Je vois les arguments, pour moi ils négligent le fait quand même que la drogue reste un problème de santé publique et qu'en la légalisant ou en la dépénalisant, on envoie globalement un mauvais signal dans la société. Donc moi j'y suis pas favorable. En plus, dans les pays dans lesquels ça a été dépénalisé, et peut-être que Madame la sénatrice sera pas d'accord avec moi, mais notamment au Portugal, entre 2001, moment de la dépénalisation, et 2016-2017, il y a eu une augmentation notable de la consommation de drogue, notamment chez les plus jeunes. Donc je trouve que ça envoie un mauvais signal. La raison pour laquelle notre système répressif ne marche pas, c'est parce qu'à mon avis, il est mal appliqué, à tel point je pense qu'il y a un sentiment d'impunité en France pour les trafiquants de drogue, pour tout un tas de raisons, notamment le manque de moyens matériels dans la justice, le manque de magistrats, de greffiers, ce qu'on voudra, et le manque évidemment de places de prison. Mais et de prévention, c'est mon avis. Et évidemment le manque de prévention, bien sûr. Anne Souris, vous êtes sénatrice écologiste de Paris et vous avez déposé une proposition de loi pour dépénaliser les usages de toutes les drogues. De toutes les drogues, mais parce que vous le dites, c'est le pays le plus répressif d'Europe, mais il faut vraiment se le dire, on l'a vraiment fait. C'est-à-dire qu'on a le plus de gens en prison pour usage, pour détention, surtout pour usage, et à 80% pour usage simple, c'est-à-dire sans vente du tout. Toutes les 4 minutes, vous avez une personne qui est usager de drogue qui est arrêtée en France. Toutes les 4 minutes. Donc moi, je veux bien qu'on n'ait pas assez de moyens, mais je pense surtout que ces moyens-là, il faudrait les mettre sur le trafic et sur le narcotrafic. On ne peut pas avoir les deux, en fait. C'est pas possible. Et alors, sur la question de la santé, il y a quand même un vrai sujet. Au Portugal, vous avez 4 fois moins d'overdoses qu'en France et vous avez une diminution de toutes les drogues par rapport à tout le reste de l'Europe. C'est des champions de santé publique sur cette question-là. Franchement, je vois pas très bien. On est aussi les champions sur la jeunesse de l'usage. Alors moi, je veux bien entendre, il faut culpabiliser, il faut donner des signaux. On n'arrête pas de les donner. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on avait fait arrêter de fumer ou de prendre de l'alcool parce qu'on culpabilisait les gens? Ça n'est pas vrai. Il y a d'autres solutions. Il faut le faire. La consommation de l'alcool a baissé, par exemple. Oui, mais pas en interdisant. Et le tabac aussi. Justement, l'objectif, c'est de dire, en fait, il faut responsabiliser les gens. Oui, il faut diminuer l'usage de drogue. C'est pas du tout une idée de laxisme. C'est le contraire, monsieur. C'est vraiment de se dire, il faut le prendre en charge. Donc de la prévention. Actuellement, ça veut dire prévention, ça veut dire soins, ça veut dire accompagnement et ça veut dire aussi plein pot sur le trafic et on arrête sur l'usage, on fait autre chose sur l'usage. On fait autre chose. Les Portugais, ils font quelque chose. Hein. Il y a un comité avec des juges et des policiers et des soignants. Enfin, il y a tout un arsenal. C'est pas du tout un laisser-faire. Pas du tout. Il faut se le dire. Parce que par contre, faire croire que par plein pot, lutte contre le trafic plus culpabilisation, on va réussir à sauver nos jeunes, et ben c'est du mensonge. Voilà. Moi, je suis contre le mensonge en politique, donc c'est pour ça que je porte cette proposition. Madame la sénatrice, je le dis avec prudence devant vous, je n'ai jamais connu de ma vie professionnelle un simple usager aller en prison. C'est inexact. J'ai connu des usagers qui induisaient autour d'eux un trafic qui allait en prison. Mais un simple usager, malheureusement, n'y va jamais. Et ça a été notamment la faiblesse de la répression. Il y en a, je ne peux pas vous donner les chiffres là, mais j'avais trouvé les chiffres et il y a du simple usage en prison. Si, mais ne croyez-vous pas, madame, qu'il y a quand même un sujet plus important. Non, mais c'est peut-être lié à un accident de voiture ou un truc comme ça. Et le pire de ça, c'est qu'une fois qu'on les met en prison, alors là, il y a encore plus de drogue en prison qu'à l'extérieur. Donc il faut quand même le savoir. Moi qui fais le tour des prisons pour d'autres raisons, c'est pas les questions de drogue, c'est aussi tout ce qui va pas en prison, je passe. Mais en tout cas, je peux vous dire
dire, c'est 80% des gens qui sont en prison qui sont sous usage de drogue. Donc vous croyez vraiment que c'est une résolution? C'est un problème. Oui, mais on voit bien qu'il va falloir. Oui, mais d'accord. C'est pas le problème des lois répressives, c'est la faute du contrôle en prison. À un moment donné, c'est qu'il faut faire autrement. Il faut changer de méthode. Je suis pour la durcir. Une petite question, c'est-à-dire que, imaginons qu'on légalise effectivement ces drogues. Elles sont vendues. Dépénaliser l'usage, j'insiste. Mais qui les vend, comment ça se passe? L'objectif, c'est on vous prend dans la rue en train d'être usager de drogue, d'une drogue quelconque. Alors, on regarde la personne qui vous arrête, vous interroge, regarde ce qui se passe. Si c'est une seule fois, elle verra une personne d'une commission et ça s'arrêtera là. En revanche, si ça se passe 1-2 fois, à ce moment-là, il va y avoir un comité de suivi qui va se mettre en place, thérapeutique et de suivi où la personne va avoir... Madame la sénatrice, permettez-moi de vous couper. Ne me parlez pas de suivi, de prévention. Enfin, de prévention à la limite, oui. C'est encore autre chose. Non, mais de suivi des gens. Très sincèrement, vous savez que ça ne fonctionne pas. On n'a pas assez de psy, on n'a pas assez de gens capables de suivre tous ces gens qui sont consommateurs à outrance, puisqu'on a 1,5 million de consommateurs quotidiens. Mais vous savez pourquoi on ne peut pas suivre les personnes qui sont des grands usagers de drogue? Moi, ça, j'ai suivi ça pour les usagers de crack à Paris. Eh bien, parce que justement, ils sont disséminés tout le temps par la police et que donc ils passent leur vie à se cacher de la police et de la justice. Ne prenez pas la police, s'il vous plaît, madame la sénatrice. Vous ne pouvez pas lire. La police fait justement son métier. Excusez-moi. Ils font leur métier parce que c'est ça qu'on leur demande de faire. Vous savez, j'ai été... Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est parce qu'on leur donne ce rôle-là. Quand j'ai été à Copenhague, j'y suis allée avec la préfecture de police de Paris. Enfin, je ne suis pas allée toute seule. Avec des policiers, on est allés ensemble. La police de Copenhague nous a dit le jour où on a dépénalisé à Copenhague, ça a changé notre vie. Parce que au lieu de ne servir à rien de regarder les gens mourir dans la rue et de les disséminer, on a pu d'abord libérer l'espace public, parce qu'on a arrêté d'avoir des gens en permanence qui étaient là, qu'on déplaçait, et d'autre part, on a pu sauver les gens. Et on a eu un autre rôle. Voilà ce qu'a dit la police. La police française, la seule chose, c'est qu'elle se trouve en but avec des ordres sur lesquels elle, bien sûr, elle obéit, c'est bien, c'est ce qu'elle doit faire. Oui, mais si vous parlez de ça, on peut pas mélanger tous les drogués. En fait, vous pouvez pas parler de gens du crack comme vous prenez des gens qui sont. Absolument, il faut faire. C'est totalement différencié comme accompagnement. C'est pas du tout la même chose. Surtout que si on parle du comportement des policiers, ça pourrait largement passer par une circulaire. Moi, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut lutter en priorité contre les trafiquants et pas contre les consommateurs. Pour la bonne raison qu'il y a des millions de consommateurs et quelques milliers de trafiquants. Donc c'est plus simple de lutter contre les milliers de trafiquants, évidemment. Bien sûr. Mais je trouve néanmoins que le signal quand même que vous envoyez, parce que c'est un enjeu de santé publique, il est mauvais de dépénaliser ces drogues dures, parce que malgré tout, le consommateur, il est un élément du trafic, parce que sans consommateur, il n'y a pas de trafic. On a la plus grande consommation d'Europe de cocaïne et de jeunes cocaïnomans. Enfin, je ne sais pas, moi je veux bien qu'on continue à faire plus du même, mais on voit que ça ne marche pas et on ne change jamais de méthode. Mais madame la sénatrice, moi je ne suis pas en train de dire on laisse faire, je dis que c'est une manière de laisser faire. Vous savez quoi? Je pense finalement que c'est aider les mafias que de continuer à pénaliser l'usage de drogue. Parce qu'en fait, en faisant ça, on met tout le monde, on met toute la justice, toute la police contre les usagers et on laisse tranquille le trafic se faire. Et là, on peut avoir de plus en plus d'usages. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. L'idée, c'est de couper ce cercle vicieux. Mickaël, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites qu'il y a moins de narcotrafiquants que... Mais vous vous rendez compte, tous les gamins, tous les enfants, aujourd'hui, l'écosystème, il est énormissime. Moi, je suis absolument pas ni pour légaliser, ni pour dépénaliser. Je dis simplement... Ils sont moins nombreux que les jamais de la vie. Objectivement, ils sont moins nombreux. Les trafiquants sont moins nombreux que les consommateurs. Oui, c'est sûr. C'est mathématiquement. Mais moi, je suis ni pour dépénaliser, ni pour... Vous avez compris, moi, je considère que la légalisation qui est dure, elle faillit parce qu'elle n'est pas appliquée. Moi, j'ai une opinion sur la question. Même les États-Unis ont essayé à fond la caisse, ça n'a pas marché du tout. Personne n'a réussi avec la répression. Il y en a qui ont mis vraiment tout j'ai pas envie de donner de mauvais exemples, mais et d'exemples pas comparables, mais le Salvador appliquant une politique ultra répressive
sur le trafic de drogue a résolu quand même grandement le problème. On n'est pas dans la même situation. Ça pose des questions de liberté, d'état de droit, etc. On va faire une dictature. Non, je peux être d'accord avec vous. Et en plus, vous n'avez pas les vrais chiffres, parce que le problème des dictatures, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce que les gens meurent seuls et cachés et on n'a pas les chiffres. Regardez, madame. Si vous voulez, attendez. Je me mets à la place de mes auditeurs. Qu'est-ce que vous proposez en fait? Qui vend quoi? Comment ça se passe? Parce que j'ai toujours pas compris. Non, parce que Cécile, c'est pas de la légalisation. Dans la légalisation, c'est l'État qui prend en charge. Oui, j'insiste. Ma proposition est une proposition de dépénalisation de l'usage pour lutter contre le trafic et pour faire de la prévention et de l'accompagnement. Prévention pour les jeunes, pour qu'ils ne se droguent pas. Là, c'est clair, hein, je suis pas dans une idée, c'est formidable, continuons, c'est la fête. On vous accuse pas de ça. Non, c'est pas du tout ça le sujet. Hein. C'est d'accompagnement pour essayer de faire en sorte aussi, vous savez, quand les gens sont extrêmement drogués, au bout d'un moment, ils se désocialisent complètement, c'est comme ça qu'on les retrouve dans la rue, et ça devient un problème pratiquement exclusivement social au bout d'un moment. Vous aviez raison, monsieur, tout à l'heure, c'est souvent un problème psychologique, voire psychiatrique au départ, quand ça devient grave, quand ça dégénère, et à la fin, ça devient un problème social. C'est ça qu'ont fait les pays du Nord, qu'ont fait les pays comme Copenhague et comme d'autres, parce qu'en fait, c'est ça qui marche ensuite, et donc, vraiment, vous retrouvez à côté de l'équivalent de notre gare du Nord à Copenhague, vous avez personne dans la rue, vous allez ils sont logés, il y a beaucoup moins d'usagers de drogue que nous, ils se réinsèrent, si vous voulez, mais madame, le suivi santé, oui, mais madame la sénatrice, le suivi santé, on le voit même, on n'a pas d'infirmiers, on n'a pas de tout-bib déjà, et vous pensez à dire, on va faire de la prévention à travers la santé et poursuivre ces gens-là, c'est irréalisable, excusez-moi. Mais c'est ça, madame la sénatrice. Oui, mais c'est efficace. Mais on n'est pas capable de le faire. Vous avez tenté de répondre à la question de notre amie Cécile de Ménibus. Vous imaginez le processus que vous allez mettre en œuvre si chaque usager est soumis, parce qu'il mentira, il dira je me suis drogué une fois, plusieurs fois il aura droit à une commission. Vous imaginez la bureaucratie qui devra être mise en œuvre? Toutes les 4 minutes une arrestation d'usager actuellement. Excusez-moi, en fait, il y a toutes les 4 minutes. Ça veut dire quoi une arrestation? Ça veut dire tout ce qui va derrière, parce qu'une arrestation, ça ne s'arrête pas à l'arrestation. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être pire que ce qu'on fait actuellement. Et c'est totalement inefficace. Donc en général, pour les petits consommateurs comme ça, je crois qu'il y a juste destruction de... Bien sûr. Voilà, moi je suis d'accord avec Philippe Bilger, la pénalisation n'est pas excessive. Si Gérald Darmanin avait mis en œuvre une amende forfaitaire, c'était un progrès. Pardon, désolé, mais le temps. C'est dommage. Oui, je sais. C'est dommage, on doit continuer. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, madame la sénatrice Anne Soris, d'avoir été avec nous, écologiste. Merci à vous de m'avoir invité. Paris. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix de l'emploi. On va parler de l'intelligence artificielle. Ça a bien changé d'ici. Parce que là, au niveau de l'intelligence, c'était pas ça. Allez, à tout de suite.